Thibaut InShape, le plus gros youtubeur de France à l'heure actuelle, a décidé de sortir du bois et de parler politique. Et on va voir pourquoi c'est une bonne chose, pourquoi il est nécessaire qu'il le fasse, et pourquoi en écoutant ce qu'il a à dire, en argumentant et en comblant les lacunes, on va se rendre compte de sa confusion. Et à partir de sa confusion, on va pouvoir utiliser des arguments pour que ceux qui pensent qu'il est nationalisto-facho est en fait, pour la gauche, un partenaire de circonstance. Et on va voir que si on arrive à utiliser les bons arguments pour combler ces lacunes, il pourrait même devenir un rempart contre l'extrême droite. Pas mal, hein ? Alors, j'oubliais, mais je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025. Je vous remercie d'être avec moi, je vous remercie de soutenir la chaîne, de regarder les vidéos, les shorts, de partager, de commenter dans la bienveillance et le respect. Et je vous invite du coup, si vous découvrez la chaîne, à regarder ce petit intermède de 30 secondes. Salutations. Votre visionnage est un honneur que vous faites à mon travail sur cette chaîne. Votre abonnement ainsi que vos réactions et partages participent à la diffusion de l'esprit critique. Sachez également que mon autre chaîne Éminence Grise contient plus d'une centaine de vidéos dédiées aux concepts et philosophies politiques. Vous pouvez soutenir tout ce travail pour moins d'1 € par mois. Le savoir n'a pas de prix, c'est pourquoi il se partage. Merci et bonne vidéo. Voilà, encore une fois, merci encore à tous ceux qui sont là et analysons le cas Thibaut InShape. Donc Thibaut InShape a sorti cette vidéo au moment où je la tourne aujourd'hui, vous voyez, hein, c'était il y a 4 heures. Donc nous sommes au moment où je tourne le 3 janvier 2025 et cette vidéo que vous visionnez a été diffusée le 4 janvier 2025 en réaction. Écoutons ce qu'a à dire le plus gros youtubeur de France avec ses 25 700 000 abonnés. Bon les gars, on va rentrer direct dans le tas. On va parler d'un des sujets les plus compliqués à aborder après le débat pain au chocolat chocolatine. Ouais, il a de l'humour le Thibaut. J'ai mis en 1,25 parce que c'est pour accélérer, pour que ça soit peut-être aussi plus clair pour vous. Mais c'est en 1,25 donc ne vous étonnez pas si ça va un peu vite. La politique. Beaucoup de youtubeurs auraient évité 1000 fois d'en parler. D'ailleurs, la plupart esquivent les questions à ce propos. Et je peux les comprendre. Mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Alors, ils esquivent pourquoi ? Parce que, en fait, la plupart des youtubeurs essayent d'avoir le public le plus large possible. Mais il est évident, quand ils choisissent leur sujet, quand ils choisissent de traiter ou de ne pas traiter tel ou tel sujet, il est évident qu'ils ont une préférence sur les sujets ou la manière dont ils vont être traités. De ce fait, cette préférence, même quand c'est lié que à de l'humour ou que à de l'histoire ou que à une science quelconque, etc., il y a un parti pris qui va faire que la façon dont vous allez lire la vidéo ou le sketch ou quoi que ce soit, vous allez ressentir des choses différemment. Donc, on ne parle pas de politique directement, mais le fait est, quand vous écoutez de l'humour, quand vous écoutez un spectacle, quand vous écoutez un chanteur, etc., vous l'écoutez par rapport aussi à ses affects politiques et au message qu'il transmet. Voilà, donc le plus souvent... comme ils veulent toucher un maximum de public, ils vont pas sur la politique. Mais à partir du moment où ils vont sur la politique, ils créent des clivages et ça peut renforcer une partie de leur communauté, mais ça peut aussi leur en faire perdre d'autres. Donc c'est pour ça qu'ils ne le font pas et qu'ils essayent d'avoir la plus vaste clientèle, entre guillemets, la plus vaste public possible. C'est le cas des marques également. D'autant plus que toutes ces décisions politiques qui nous entourent nous concernent nous directement les Français. Car ce sont les décisions qui sont prises aujourd'hui qui auront des répercussions sur nos enfants. Alors vous voyez là par exemple, il a 25 millions d'abonnés, je ne sais pas quel est le ratio d'âge dans son nombre d'abonnés, mais j'imagine qu'il y en a quand même une très très grosse part qui ont moins de 20 ans. Donc imaginons qu'il y a un quart de l'audience qui a moins de 20 ans. Ça représente quand même déjà plus de 5 millions de personnes. Moi qui ai la trentaine, qui est l'âge de Thibaut, quand il a cette vision de la politique qui est ça a un impact sur la vie de chacun, oui, le principe de la politique, c'est la gestion de la cité. C'est littéralement ce que ça veut dire, étymologiquement. Politique, ça vient de polis, cité, du latin ou du grec, si je ne me trompe pas. Donc, la politique, c'est
l'organisation, comment on organise la cité. Et donc, pour savoir comment on organise la cité, on se met d'accord, soit on élit un chef suprême, soit on élit un groupe de représentants, soit on fait des votes réguliers, des assemblées régulières, mais il faut qu'il y ait un organisme ou un individu qui prenne la décision. Et ensuite, il faut qu'il y ait tout un groupe organisateur, donc l'administration. Du temps du Moyen-Âge, c'était le roi et ses vassaux, donc des seigneurs, qui chacun géraient leurs terres et qui payaient un impôt au roi. Ensuite, je schématise, mais il y a eu les démocraties, il y a eu les républiques, etc., etc. Et aujourd'hui, dans notre République, la façon dont on fait de la politique dans notre République, c'est on vote pour des représentants. Ces représentants votent des lois en fonction des intérêts de ceux qui les ont élus, et ça crée des clashs parce que les intérêts de chacun sont pas les mêmes, et donc des groupes vont faire pression sur d'autres, etc., pour essayer de faire passer leur truc. C'est ça la démocratie. Ce qui fait que des fois, pour ceux qui s'intéressent vraiment à la politique, en ce moment, tout le monde est à cran parce qu'il y a eu un vote qui a été fait suite à une dissolution. Ce vote n'est pas respecté par le système constitutionnel de la France. Et donc, il y a une espèce de décalage complet entre l'action du président Emmanuel Macron et du gouvernement par rapport aux attentes des citoyens d'après leur vote. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très tendu. On arrive au bout du bout de la tension que peut créer la Ve République. Et tout le monde est un peu fatigué de ça. Donc la politique, c'est compliqué, c'est très long, c'est très lourd. Quand on s'y intéresse, on s'y intéresse pour tout un tas de raisons. Mais c'est pas quelque chose... je veux dire, moi je suis pas footeux. Mais il y a des mecs, ils vivent foot, ils parlent foot, ils font leur soirée foot, ils font leur vie foot, ils connaissent toute l'histoire de chaque équipe, de chaque championnat. C'est des mecs qui ont une culture du foot qui est balèze. C'est pareil pour le fitness, c'est pareil pour l'histoire, c'est pareil pour... Et la politique, c'est pareil. Et donc, moi, quand j'entends une définition comme il vient d'en faire une Thibaut, je suis désolé Thibaut, t'as 25 millions d'abonnés, on a le même âge quasiment, on a peut-être le même parcours de vie en France à 90%, mais la définition que t'as de la politique, c'est du niveau primaire en fait, c'est pas intéressant quoi. C'est pas intéressant. Là, de ce point de vue-là, pour l'instant, de ce que t'en dis, c'est pas intéressant. On n'apprend pas grand-chose en fait. C'est un peu un lieu commun ce que t'es en train de dire. Donc bon, on va voir ce qu'est la suite, mais là déjà, c'est un peu enfantin quoi en fait. Entre nous, dans cette vidéo, je risque pas de me faire que des amis, mais je m'en moque. Moi, tout ce que je veux, c'est être en accord avec mes valeurs, rester libre et vous partager mes pensées pour être complètement transparent avec vous. Je vais dire ce que je pense, quitte à ce que cette vidéo ait des répercussions négatives sur ma carrière. Le but donc de cette vidéo est de créer du débat. Donc surtout que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. Moi je vais le dire ici parce que les commentaires ça va se noyer, ça va machin, puis c'est vraiment un truc pour c'est vraiment un truc pour faire bouger l'algorithme. Mais bon, t'es premier youtubeur de France, normalement t'as pas besoin de ça. Précise, mon but n'est pas de vous convaincre que j'ai... Et puis moi je vais faire cette vidéo réaction, il est très probable que des tas d'autres vidéastes politiques vont faire une réaction dessus. Voilà, donc vous pouvez regarder plusieurs, vous pouvez regarder que celle-là, vous pouvez regarder que celle du youtubeur politique que vous préférez, mais idéalement il serait pas inintéressant que vous regardiez 2-3 youtubeurs et leurs réactions par rapport à dessus sur de la part de youtubeurs qui sont pas forcément dans les mêmes camps, pour justement avoir cette espèce de spectre des différentes positions, des différentes analyses, et de dire laquelle vous paraît la plus pertinente. J'ai forcément raison, ou que vous devez penser comme moi. Voyez cette vidéo comme un échange entre vous et moi. Par contre, attention, je sais que ça va débattre fort dans les commentaires, donc si vous vous répondez dans les commentaires, merci de rester cordial. Certes, nous sommes des Gaulois, mais des Gaulois civilisés. Pour moi, l'année 2024 a été une grosse... Bon voilà, là je pense qu'il le fait pas exprès, c'est parce qu'il a l'habitude de parler gaulois, etc. Et peut-être que c'est un terme qu'il utilise régulièrement. Mais voilà, quand on fait l'histoire de France, Thibaut, moi... et peut-être les 2/3 des personnes qui vont regarder cette vidéo, il y a très peu de chances pour que vous ayez des ancêtres gaulois. D'ailleurs, gaulois, c'est un terme plutôt tribaliste, tribal. En fait, c'était plutôt des Celtes, si on devait parler d'ethnie. C'était des Celtes, et des Celtes qui étaient sur le territoire de la Gaule, donc on les appelait les Gaulois par facilité de langage, quoi. Mais même au sein des Gaulois, c'était pas une unité, c'était des dizaines, même des centaines de tribus à des niveaux différents, des niveaux de richesse différents, des niveaux de développement différents.
Et ce ne sont devenus les Gaulois comme un peuple uni que le temps quasiment de la guerre des Gaules ou des invasions vers Rome. Mais ça n'a jamais été une nation gauloise. La nation gauloise en soi n'a généralement pas existé. Il y a un très bon livre sur ce sujet-là que je vais vous mettre au montage et que je vous conseille de découvrir. Mais après, il y a tout un tas de vidéos sur la Gaule, l'histoire de la Gaule, etc., qui sont évidemment les commentaires des 12 Césars qu'il faut lire au moins une fois dans sa vie, même si on sait que c'est... il y a de fortes chances que ce soit les 2/3 du bullshit, mais voilà, ça reste quand même intéressant. Et voilà, donc... Vous voyez, je rebondis juste là-dessus, mais moi, quand j'entends un type me dire nos ancêtres les Gaulois et qu'il le pense sérieusement, voilà, pour moi, c'est assez médiocre comme point de vue. Ça montre que c'est quelqu'un qui n'a pas étudié la question. Mais bon, là, peut-être qu'il le fait exprès, hein. Peut-être que je surréagis un peu trop. Grosse année, premier youtubeur de France. Alors vous sortez ce matin avec D-Boy in Shape, ce youtubeur fitness, un peu comme moi, vous voyez. Bon, là, je vais passer parce qu'en gros, il va faire le récap de son année 2024, de fait d'être premier youtubeur, premier instagrammeur, etc. Je rebondis juste là-dessus en disant que c'est pas parce que t'es le truc qui a le plus de succès que t'es forcément le plus qualitatif ou le meilleur. Je veux dire, je prends toujours le même exemple parce que c'est facile, mais McDo ou même Coca. Coca, c'est la boisson la plus vendue dans le monde. C'est de la merde. McDo, c'est le restaurant où il y a le plus de repas servis au monde. C'est de la merde. Et de toute façon, d'une manière générale, quand tu touches, plus ton public est large, plus le produit est médiocre. Ou alors, on arrive dans les hautes technologies, mais encore même Apple, tout ça, bon, on voit que à un moment donné, ils sont obligés de changer tous les 2 ans pour pouvoir faire tourner la machine. C'est peut-être qu'il y a un problème à un moment donné si tu es obligé de changer tous les 2 ans ta machine. Hein. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas parce que tu es premier ou que tu es le plus connu que tu es le meilleur. Voilà, c'est pas comme les Jeux Olympiques. Et encore, même les Jeux Olympiques, des fois, ça se joue à 2 secondes, 3 secondes près. Donc, on peut dire que tous les participants du truc, si dans une échelle de 1 entre le premier à 5 secondes avec le dernier, 5 secondes entre le premier et le dernier, pour moi, ils sont tous les meilleurs au monde. Hein. C'est pas 5 secondes qui vont faire la différence. Hein. Donc voilà, il parle de son parcours, ok. Et là, voilà, il parle des polémiques. Mais, vous le savez sûrement, j'ai été aussi cancel de plusieurs événements, apparemment pour des raisons politiques. Est-ce que ça vous choque cette histoire? Voilà, il a des idées de droite, donc il a été viré d'un grand événement sportif. Et même si je trouve ça injuste, c'est le jeu des réseaux, il faut faire avec. Si je ne voulais pas d'emmerde dans ma vie, j'avais juste pas... Bon, je sais pas c'est quoi cet événement, mais bon, je veux dire, il y a aussi des gens de gauche qui se font annuler leur rendez-vous parce qu'il y a trop de risques de troubles à l'ordre public. Enfin, bon, ça arrive. Hein. À ouvrir une chaîne YouTube. En devenant premier youtubeur de France, j'ai remarqué que quoi que je disais, ou qu'importe les combats que je voulais mener, mon image se faisait récupérer politiquement par des partis politiques qui étaient là juste pour servir leurs intérêts. Alors c'est peut-être pas les partis politiques directement, mais ça doit être des militants de ces partis, je pense, hein, parce qu'il n'y a aucun parti qui va utiliser ton image. Après, à savoir, Thibaut, tu as fait quand même de la pub pour le service national universel, donc une institution créée par Macron et la Macronie. Donc à un moment donné, quand toi tu te dis que c'est peut-être pour encourager les jeunes à aller vers plus de discipline, plus de rigueur, etc. Mais de fait, si ça avait été un gouvernement de gauche qui avait créé ce SNU et que un Premier ministre issu du Parti Socialiste avait voulu que tu fasses de la pub pour eux, bah tous les mecs de droite du pays auraient dit ah bah en fait tu vas à la soupe de la gauche quoi. Donc c'est pareil en fait. À partir du moment où tu fais quelque chose pour un mouvement politique ou un gouvernement quel qu'il soit, ton image sera accoulée à l'idéologie à une partie de l'idéologie de ce gouvernement ou de ce mouvement politique. C'est normal. Je veux dire, il y en a qui sont youtubeurs politiques qui disent clairement pour quel type de société ils militent. Puis tu as des youtubeurs un peu plus lambda, par exemple Squeezie. Bon, il n'a pas dit qu'il votait pour tel ou tel parti, par contre il a dit pour quel parti il voudrait ne pas voter. Et donc de fait, il prend un positionnement. Et c'est relou car je ne veux être associé à aucun parti politique. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. De fait, une fois encore, les partis politiques, à partir du moment où tu as des valeurs et des trucs, et des valeurs et une certaine idéologie sur certains sujets, de fait, tu vas être catégorisé envers un parti. Ça te plaît peut-être pas, parce qu'évidemment, il y a plus de nuances, il y a plus de machin, mais comme toi, tu représentes un peu la masse, aujourd'hui, s'il y a un chanteur, c'était le cas de Chaka Ponk, là, le chanteur de Chaka Ponk qui a fait
un laïus sur l'industrie de la musique. Bon, c'est un mec qui est plutôt situé à gauche, quoi. Mais par contre, d'autres auteurs, par exemple, ou d'autres acteurs ont pris position. Par exemple, c'est le cas de Julio Iglesias, je crois, qui avait pris position contre LFI en disant parce que LFI sont pro-Hamas, parce qu'ils défendaient la Palestine, parce qu'ils défendaient le fait qu'il est anormal de bombarder des civils aussi massivement. Julio Iglesias, il a dit il faut dégommer ces gens-là. Et dégommer, tu peux l'entendre du point de vue violence physique, comme tu peux l'entendre du point de vue meurtre, tu vois. Donc c'est une position clairement à droite, voire même très à droite. C'est une position terrible, quoi. Mais de fait, tes discours et tes valeurs vont être associés à une perception politique. C'est normal. En effet, on m'a trop souvent associé à des idées que je n'ai pas. Ce qui nous amène à la question suivante, est-ce que ce ne serait pas tout simplement un gros facho ? Alors cette vidéo-là de Usul et Lumi, je vous conseille d'aller la regarder. Hein, vous tapez Thibaut InShape Usul, vous tomberez sur la vidéo. C'est intéressant parce qu'ils le sortent pas comme ça, tu vois. Ils disent pas oh tiens, Thibaut InShape, j'ai vu 3 vidéos de lui et 2 discours de lui et 3 articles dans la presse. Oh, c'est un turbo facho. Non, ils ont analysé ses discours, ils ont analysé ses prises de position, ils ont analysé son parcours, ce qu'il a soutenu, ce qu'il a pas soutenu, etc. Et donc à partir de là, on peut se dire c'est pas un facho type Zemmour, mais c'est quelqu'un qu'on pourrait qualifier de la droite républicaine, mais de la droite un peu autoritaire, quoi. Tu vois, un peu en mode la police, la sécurité, les frontières, etc., etc. Et on va le voir, hein, mais on va le voir. Mais je pense qu'il y a un peu de confusion. Il y a un peu de confusion aussi dans la tête à Thibaut. C'est ce qui se passe quand des personnes pensent savoir mieux que vous les idées que vous avez en tête. J'ai mes idées et j'ai besoin de personne. Et si demain je veux aller en politique, rassurez-vous, c'est pas prévu, je crée mon parti tout seul comme j'ai toujours fait depuis le début. Donc pour éviter tout malentendu, et pour que vous vous fassiez un avis global sur moi, je vais dans cette vidéo vous donner mon avis sur différents sujets qui touchent notre société. Mais même, tu vois, si tu crées un parti, tu vas bien le créer selon un programme, selon des idées, selon... Il y a des idées que tu vas favoriser par rapport à d'autres. Donc même si tu crées un parti à toi tout seul, à un moment donné, on va devoir le catégoriser. Macron, il a créé un parti en disant il va casser le clivage gauche-droite. Bon, je veux dire, à un moment donné, il dit ça en 2017. En 2025, il paraît évident, mais pour tous les gens de gauche, hein, c'était évident dès 2018. Hein, mais il paraît évident que c'est un mec de droite, quoi. Voire même, sur certains sujets, Macron, c'est un mec d'extrême droite. Sur certains sujets, c'est un mec d'extrême droite. Faut être très clair maintenant là-dessus. Hein, les gens qui ont dit mais c'était un mec de gauche, c'est un mec d'extrême droite. Il dit qu'il est au centre, mais c'est un mec d'extrême droite. C'est tout. Sur des sujets comme l'immigration ou la sécurité ou la police ou le fait de laisser les riches tranquilles, oui, c'est un mec d'extrême droite, évidemment. L'immigration, les droits LGBT+, la sécurité, Attendez, là, en plus, là, vous avez vu comment il s'est comporté à Mayotte ? Vous avez vu comment il se comporte quand il est avec des pauvres ? Et je vais dire, c'est pas un mec de gauche, ça. Faut vraiment être débile. et plein d'autres. Je vous invite donc à être d'accord ou pas d'accord avec moi. Nous sommes en démocratie et ce serait dommage d'être forcé à tous penser la même chose. Sinon on devient la Corée du Nord et on se parle plus. Pour beaucoup. Mais une fois encore, en démocratie, on pense pas tous la même chose. Par contre, en fonction des idées qu'on a, on se catégorise, sinon on s'en sort pas. Un mec qui dit moi je suis pour le protectionnisme économique, la fermeture des frontières et de laisser les riches tranquilles, bah c'est un gars plutôt type Trump, tu vois. Ça c'est Trump, et Trump c'est droite voire extrême droite. Par contre, un mec qui dit je veux plus de protectionnisme, je veux le rétablissement des frontières, et par contre je veux un effort accru des grandes puissances économiques pour permettre aux petits de pouvoir s'en sortir, et pour permettre un peu plus de social, un peu plus de sécurité, un peu plus de soins et un peu plus de dignité pour les travailleurs, bon bah là ça ressemble plus à du gaullisme, à du gaulo-socialisme, quoi, un gaullisme plus Conseil national de la résistance. Et vous allez voir que je pense que c'est dans cette catégorie-là qu'on va pouvoir le placer, le Thibaut. Beaucoup de personnes, quand vous entendez Thibaut InShape, vous avez plusieurs images qui vous viennent en tête. Muscu, la Team Shape You, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour cette dernière semaine de notre programme spécial abdos ventre plat. YouTube. Allez, on va découvrir ça ensemble. Tada! Putain,
Ça, il y en a dans les... Ouais, bon, ça, c'est pas la partie la plus intéressante. Voilà, drapeau français, turbo facho, je sais pas quoi. On va voir, là, la première polémique. Voilà, elle est là, je crois. Associer aimer son pays à facho. Thibaut InShape, accusé de posséder un badge lié à l'extrême droite. Le 24 décembre, le premier youtubeur français publie sur X une photo de sa collection de badges. Et parmi tous ces badges, ce drapeau français, avec le logo de la série Marvel The Punisher, a suscité beaucoup de réactions des internautes, l'accusant de posséder un symbole d'extrême droite. Ce logo fait référence... Bon, après, Thibaut, une fois encore, là, pourquoi la presse en parle et pourquoi les gens tournent autour de ça, c'est parce que t'es premier youtubeur de France. T'aurais 250 000 abonnés, ce serait peut-être pas sorti de Twitter, tu vois, la polémique. T'aurais 2 millions d'abonnés, bon, ça aurait peut-être touché 2-3 magazines spécialistes YouTube, spécialistes réseaux sociaux, etc. Mais bon, sans plus. Mais le fait est que t'es premier youtubeur de France. Donc, par principe, toute prise de position que tu vas avoir, elle va avoir une répercussion. Demain, tu fais un truc contre le tabac, pour dire à quel point le tabac c'est de la merde, les puffs c'est de la merde, les trucs comme ça c'est de la merde, tu vas avoir un impact relativement positif sur la population. Demain tu dis, tu parles d'un livre que tu as lu parce que ça t'a plu, tu vois là ça c'est l'un des derniers livres que j'ai lu, Le Mal, etc. Toi tu parles de ce livre-là, hein, en tant que premier youtubeur de France, il va y avoir des demandes, des milliers de demandes de réédition. Parce que t'en as parlé toi, parce que des gens vont s'intéresser à ça. Ils vont peut-être pas le lire, tu me diras. Mais parce qu'ils vont juste l'acheter parce que t'en as parlé. Ils vont lire 4 pages et puis ils vont passer à autre chose. Mais le fait que toi, t'es premier youtubeur de France, si tu parles d'un livre comme ça, d'office, il va se vendre. Parce que tu touches un très 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 large public. Donc là, le moindre post que tu fais, que ce soit bien ou pas bien, il y aura de la réaction. C'est sûr. Au héros de la série The Punisher. Et vous savez à quel point ce raccourci est injuste. D'autant plus que je pense qu'il y a très peu de youtubeurs qui ont fait autant de vidéos que moi pour mettre en avant des personnes diversifiées, voire même discriminées. Du coup, Axel, tu vois ce qu'on appelle le syndrome de Tourette. De Gilles de la Tourette. De Gilles de la Tourette. Du coup, combien tu mesures? 1m30. Je préférerais mourir que de revenir là. Je trouvais pas ma place, je me sentais différent. Par semaine, tu vas chez l'orthophoniste. Une fois, et ça dure 1 heure. Et tu sens que ça t'aide, toi? Oui, parce que je travaille, j'ai l'envie. Bon voilà, c'est intéressant parce que du coup, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que ça permet de mettre en avant des situations à une communauté plus large. Par exemple, il y aurait eu ces mêmes vidéos sur ces mêmes sujets sur des chaînes type France 2, etc. Et il y en a déjà, hein, ça existe, mais ça touche pas le même public. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, voilà, aujourd'hui, tu es premier youtubeur de France. Par rapport à quoi, surtout? Par rapport aux shorts. Parce que tu as bombardé de shorts. Donc en fait, la popularité que tu as acquise sur les 2-3 dernières années, c'est principalement via des montages simplistes qui n'amènent pas à la réflexion, ou très peu. Et en plus, la plupart, tu les as pompés sur d'autres comptes américains. Donc... je veux dire, voilà, tu avais un objectif d'être premier youtubeur et ça s'est fait par la masse, comme je peux le faire moi sur cette chaîne secondaire. Mais sur cette chaîne secondaire, j'essaie quand même d'apporter de la connaissance, des faits de société, etc. Ça marche beaucoup moins bien, mais qui sait, un jour ça trouvera peut-être son public. Et puis bon, c'est comme ça. On n'est pas à l'abri qu'une vidéo qui a fait 100 vues il y a 3 mois, elle fasse 1500, 2000, 2500, 3000 vues, 4000, 10 000, 15 000 vues d'ici la fin de l'année. Et c'est, une fois encore, c'est pas grand chose. Mais ça peut toucher des personnes qui n'auraient pas été touchées par ces sujets-là de cette manière. Et tu devrais, à partir des contenus que tu as fait longs, faire des shorts sur ces sujets-là, parce que à la limite, ça pourrait être utile à ton public en termes de culture et de connaissances sur tout un tas de sujets, plutôt que les trucs à la salle, les petits montages, on n'apprend pas grand-chose, qui sont même pas très utiles, quoi, que les gens oublient en 2-2. Donc, je m'appelle Zéliana, j'ai 25 ans et je suis atteinte de troubles dissociatifs de l'identité. Aujourd'hui, on a rendez-vous chez Nabil, il habite juste derrière. C'est un abonné qui est musulman et on va partager le temps d'une journée, le ramadan. C'est parti. Regarde, les douches froides, ça c'était récurrent. Les étouffements à l'entonnoir. Les cris, en fait, t'as l'impression qu'elle va mourir. Pareil pour mon contenu dans des lieux comme les mosquées, synagogues. C'est la première fois les gens que je rentre dans une synagogue, église. Le but de la vidéo, connaître le quotidien d'un prêtre, comprendre sa vocation. Qui ont toujours été faites avec beaucoup de respect pour chaque religion. Mais ça c'est pareil, c'est très bien, mais à part des gens qui sont curieux
mais qui ne sont pas intéressés par les religions, ou des religieux qui sont déjà convaincus par ce mode de vie, ça nous apprend quoi en fait? Ça nous apprend quoi? Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi les religions existent. D'où ça vient? Qui a créé ça? Pourquoi il y en a qui continuent à perdurer 2000 ans, alors qu'il y en a, elles ont été inventées il y a 2 siècles, et puis aujourd'hui elles existent encore. Il y en a qui ont été inventées il y a 1000 ans, qui ont disparu. Pourquoi? En fait, une histoire des religions, ça c'est intéressant. Une histoire de l'origine des religions, ça c'est intéressant. Pourquoi est-ce que dans une même religion, il y a des gens, ils vont avoir une lecture littérale des textes, c'est-à-dire que ils vont appliquer à la lettre, au pied de la lettre, ce qui est écrit dans le texte, même si c'est complètement débile ou alors que ça contrevient à la loi. Et d'autres qui vont dire, bah non, au contraire, les textes sont anciens, mais parce que c'est un code moral, et ce code moral doit s'adapter à chaque époque, à chaque évolution de l'humanité. Et donc, ce qui pourrait paraître normal il y a 2000 ans, bah aujourd'hui, c'est pas normal et on va pas le faire. Par contre, ce qui était de l'ordre du pardon, de l'ordre de la sincérité, de l'ordre de l'honnêteté il y a 2000 ans, bah, il faut toujours l'appliquer aujourd'hui, parce que ça, c'est quelque chose qui est intemporel. Ça, c'est intéressant dans une religion. Et ça amène les gens à apprendre des choses. Et toi, si tu faisais ce genre de contenu sur ta chaîne, je te rassure, tu feras pas 10 millions de vues, même pour un mec comme toi. Par contre, les peut-être 800, 900 000, 1 million, 2 millions de vues que tu ferais, ça aurait un impact presque aussi important que l'éducation nationale sur toute une partie de la population. Culturellement, ce serait très important. Mais ça demande une certaine rigueur, une rigueur académique et une volonté de comprendre. Mais c'est pas divertissant. Ah, ça c'est chiant. C'est chiant la connaissance. Hein. On peut la rendre divertissante sous bien des aspects, mais la vraie lecture, et un livre comme ça, c'est chiant à crever. Hein. Mais ça t'apprend tellement de choses. Voilà, moi quand j'étais gamin, quand j'étais jeune, adolescent, etc., l'enfer j'en avais peur, le diable j'en avais peur, et ça avait une incarnation, etc. Je lis ça, je me rends compte qu'en fait le diable c'est une création de l'humanité, comme Dieu. C'est juste qu'on n'arrive pas à le comprendre. Donc après je vais digresser, mais j'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne principale sur Dieu et le néant. Je vous la mets ici si tout va bien, si j'arrive à faire le lien. Mais allez la voir, Dieu et le néant, c'est extrêmement intéressant. Et en lisant Dieu et le néant, je me suis rendu compte qu'en fait, mais toute religion finalement, c'est une construction de l'esprit qui s'est imposée. À travers des textes, à travers des trucs, à travers des mythes, mais c'est une construction de l'esprit. Aujourd'hui, je pourrais créer une religion qui, si elle tombe dans les bonnes mains avec la bonne volonté, etc., pourrait toujours exister dans un quart de siècle, un siècle, 5 siècles. On ne sait pas. Ça dépend des circonstances, ça dépend de l'importance des gens qui auront accordé, de l'importance et de l'implication des gens qui se sont impliqués dedans. Mais tu peux créer une religion en 2025 et qu'elle perdure toujours en 2500. C'est pas impossible. Le voile islamique. Pourquoi donner de la visibilité à une femme voilée? L'autre avec sa cape, elle va fêter Halloween, c'est plus un voile, c'est une bâche. Le voile... Alors là, bon, il lit des commentaires qu'il y avait eu sous sa vidéo, et là, bon, bah, Thibaut, bienvenue dans le monde réel. Des fois, il y a des gens, ils vont insulter ton contenu, ou ils vont insulter les personnes dans ton contenu, parce que juste ça leur correspond pas, en fait. Parce qu'eux, ils ont un besoin de dire... dans YouTube, ce qu'ils peuvent pas dire dans la vraie vie, voire ce qu'ils disent dans la vraie vie, ils s'en cachent même pas. Mais la réalité matérielle du monde et des sociétés, Thibaut, c'est qu'il y a des gens, ils peuvent pas en blairer d'autres. Soit parce qu'il y a une question d'éducation, soit parce qu'il y a une question de peur, soit parce qu'il y a une question de profond mépris envers ses concitoyens. Mais la réalité matérielle, la réalité politique du monde, Thibaut, on en revient à la politique, c'est comment on gère la cité. Et il y a des gens, ils aimeraient bien avoir une cité, une politique dans laquelle d'autres gens ne seraient pas les bienvenus. Hein? Ça s'appelle par exemple la ségrégation. Ça s'appelle par exemple des lois structurellement racistes. Ça s'appelle tout un tas de termes. Tu vois. Ça peut s'appeler aussi la colonisation. Tu vois, tout ça, c'est des façons de faire de la politique. Et donc là, dans tes commentaires, tu vois qu'il y a des gens... Ils ont une haine profonde envers certains de leurs concitoyens.
Alors, ils le disent pas parce qu'on est sous la République, etc., et que ça tombe sous le coup de la loi. Mais dans une République démocratique, il peut y avoir ce qu'on appelle la tyrannie de la majorité, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur Tocqueville. Et la tyrannie de la majorité fait que s'il y a suffisamment de personnes qui décident d'un commun accord d'exclure de la société un autre nombre de personnes, mais qui est minoritaire, eh ben, ça peut créer au sein d'une démocratie des problèmes graves et qui seront contraires aux droits de l'homme. Et ça, c'est de la politique. C'est terrible, hein, la politique, hein, mais c'est ça aussi la politique, Thibaut. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de sérieux, la politique. C'est quelque chose qu'il faut étudier, qu'il faut apprendre, qu'il faut comprendre. Et quand on a ça dans le sang, pas du point de vue de faire de la politique, de s'engager en politique, mais du point de vue de la compréhension, d'avoir un regard fort, véritable, solide, qui comprend ce qui se passe, qui comprend les enjeux, qui comprend ce qui peut arriver. Et ce qu'on appelle les rapports de force, hein. Ce qu'on appelle les rapports de force en politique, est ce que les marxistes appellent la lutte des classes. Mais la lutte des classes, elle est vraiment, on va dire, d'un point de vue culturel et économique, mais il peut y avoir d'autres formes de lutte intra-classe. C'est-à-dire que des gens qui partagent la même classe sociale peuvent très bien ne pas du tout s'entendre. C'est le cas, par exemple, si on prend les ultra-riches. Il y a des ultra-riches mondialisés qui ont de l'argent un peu partout sur la planète, qui voyagent un peu partout et qui vont là en fonction de l'argent où ils ont besoin. Et il y a les ultra-riches patriotiques, nationalistes, qui, eux, possèdent énormément d'argent, mais font en sorte d'utiliser cet argent pour imposer leur vision de la société, leur vision politique dans le pays dans lequel ils se trouvent. Ça s'appelle la propagande. Mais ça s'apprend tout ça. Moi, il m'a fallu... J'ai lancé ma chaîne en 2019, mais j'ai commencé vraiment à lire en 2016. Ça fait 9 ans que je lis de la politique, de manière intense. Que je lis de la politique, que j'écoute du contenu politique, que je regarde du contenu politique, que je débat avec des gens en politique. C'est pas une expertise, c'est une forme d'expertise, on pourrait dire. Mais... c'est énervant quand il y a des gens qui ont une vision, qui ont un impact, une influence politique et qui l'utilisent mal ou qui s'en rendent pas compte et qui du coup créent de la confusion chez pas mal de gens. Interdit. Faut arrêter de parler avec des extrémistes. Pourquoi n'y a-t-il pas Robin avec Batman? Ça dégage. Pour le grand pays qu'elle mérite d'être, alors il faut s'unir ensemble. Catholique. Et la première des valeurs qu'on m'a inculquées, c'est le respect de l'autre. Et ça, qu'importe sa religion. Alors montrez l'exemple vous aussi. Ne soyez pas stupides. Si on veut que la France redevienne ce grand pays qu'elle mérite d'être, alors il faut s'unir ensemble. Qu'importe notre religion et couleur de peau. Et ben voilà, j'en reviens à ça. Thibaut, en politique, il y a des gens, ils n'ont pas du tout la même vision de ce qu'est une France forte. Ils n'ont pas du tout la même vision. Toi, tu as une vision catholique, universelle, qui pourrait correspondre à celle de Renan. Renan, sur lequel j'ai fait aussi une vidéo. Je vais vous mettre plein de liens, plein de vidéos de ce que j'ai fait sur ma chaîne principale. Mais de Qu'est-ce qu'une nation de Renan, qui dit la nation, ça doit être une idée dans laquelle s'assemblent tous ceux qui veulent faire cause commune vers un avenir commun. Qu'importe votre religion, qu'importe votre couleur de peau et qu'importe entre guillemets votre classe sociale. Bon, Renan c'était quand même un bourgeois, c'était quand même quelqu'un d'assez riche et d'assez éduqué, qui était pas trop dans la défense des prolétaires ou peu, parce que quand il y a eu la Commune de Paris, il les a traités de parasites. Et évidemment, il a rejoint plutôt les Versaillais. Donc voilà, ça fait partie de la culture politique. Pour ceux qui ont la ref, tant mieux. Pour ceux qui ne l'ont pas, voilà, c'est pas grave. Mais c'est-à-dire qu'il avait une vision qui n'était pas forcément en rapport avec ses actes. Mais de fait, sa vision est plutôt bonne, je trouve. Et elle est plutôt bonne à appliquer. Et c'est à peu près la vision que tu as, c'est à peu près la vision que j'ai, c'est à peu près la vision que doivent avoir la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo. Mais le fait est, c'est que dans la réalité, il y a tout un tas de personnes, des millions, qui sont prêts à lutter contre ça, parce que ça ne correspond pas à leurs valeurs. Parce qu'ils ont été éduqués d'une certaine manière, ils ont une vision du monde d'une certaine manière, ils ont subi des expériences qui les ont traumatisés d'une certaine manière, et pour eux, la solution, c'est pas l'entente, c'est pas de discuter ensemble, c'est pas de trouver des compromis. Pour eux, la solution, c'est de dégager
certains membres de la communauté nationale parce qu'ils s'estiment qu'ils n'y ont pas leur place, ou ils ne s'intègrent pas, ou ils ont un mode de vie qui ne correspond pas au mode de vie historique pour ce que ça veut dire. Ça, c'est la réalité, Thibaut. On va avancer quand même un peu parce que la vidéo, elle est déjà longue. On va parler Bon, on va avancer un peu. Quoi? Un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour être heureux? Je suis désolé, mais non. Quand vous voyez le nombre de parents hétéros qui sont incapables... Voilà, là il dit qu'il est pour le mariage pour tous et pour lui il n'y a pas de souci avec ça, quoi. De s'occuper de leurs enfants, ça fait peur. Des fois, je vous jure, quand je regarde les infos, je me dis qu'il faudrait un permis pour être parent, tellement il y a des atrocités. Un enfant, pour évoluer correctement, a besoin de 2 parents qui s'aiment et qui l'aiment. C'est tout. Voire même d'un seul parent. Une grosse pensée pour ces pères et ces mères célibataires qui se battent chaque jour pour leurs enfants. Vous le savez, j'ai été élevé dans la foi chrétienne. J'ai été enfant. Voilà, donc pour lui, la famille, quelle que soit la manière dont elle est composée, que ce soit un couple hétéro, que ce soit un couple homo, tant qu'il y a 2 parents au moins, 2 adultes qui permettent de créer un cadre équilibré pour l'enfant, quelle que soit l'orientation sexuelle ou l'orientation sexuelle, il s'en fout. Si vous avez 10 couples hétérosexuels et 10 couples homo et que 5 ans plus tard vous voyez qu'il y a les 2/3 des couples hétérosexuels qui sont divorcés et seulement 3 chez les couples homo, il y a quand même donc une majorité de mariages réussis chez les couples homo par rapport aux couples hétéros. Donc est-ce que c'est pas mieux pour la structure de la société ? Vous voyez ce que je veux dire ? Après, comme dans toutes les familles, il peut y avoir des mauvais comportements, mais ça, c'est pas lié à l'orientation sexuelle, c'est lié à la psychologie défaillante des adultes. Mais c'est une famille, idéalement, c'est 2 adultes avec des enfants, quel que soit leur genre, quelle que soit leur orientation sexuelle, on s'en fout de ça. Et après, effectivement, force à ceux qui élèvent seuls leurs enfants. J'imagine même pas la pénibilité, la dureté que ça doit être au quotidien, parce que malgré tout l'amour que vous avez, vous êtes fatigué, ça vous prend énormément d'énergie, et puis c'est un sacrifice, parce que quand vous êtes seul pour vous occuper d'un enfant ou de plusieurs enfants, c'est 100% de votre temps que vous devez lui consacrer, parce que vous n'avez pratiquement pas de temps pour vous, quoi. Donc c'est une forme de sacrifice. Donc force à eux et honte à ceux qui les quittent en les laissant dans ces situations-là. Et on voit que la plupart des gens qui quittent le couple, très souvent, c'est les pères. Hein, quand on parle, les femmes, machin, nain, elles peuvent avoir plein de conquêtes, etc. Les incels avec vos discours de merde, une grosse majorité des couples qui se défont, c'est le père qui n'assume pas sa paternité. Enfant de cœur, j'ai fait ma réconciliation. Donc et déjà, rien que pour ça, il devrait y avoir une sanction pénale. Ma confirmation, j'ai fait le pèlerinage de Thésée, de Saint-Jacques-de-Compostelle, de Lourdes, je crois même en une vie après la mort. Et je suis fier que les églises fassent partie de l'histoire culturelle de notre pays. Mais pour autant, je pense aussi que l'église doit évoluer, surtout sur sa vision de l'IVG. Il faut défendre à tout prix le droit des femmes à avorter gratuitement et librement. Donc voilà, là il y a les cathos tradis, vraiment les réactionnaires, là, les abbés qu'on voit chez Ben Chez ou d'un Popacito, qui là ils sont en train de s'étrangler là, les mecs. Hein. Aujourd'hui, une femme doit avoir le droit de disposer comme bon lui semble de son corps. Un point, c'est tout. Maintenant, parlons d'un autre gros sujet, l'immigration. C'est un sujet qui souvent divise. À titre personnel, je pense qu'elle doit être régulée, car les capacités d'accueil de la France ne sont pas infinies. Mais voilà, tu vois, c'est pareil ça, elle doit être régulée, ouais, bien sûr qu'elle doit être régulée, mais déjà, elle n'est pas énorme, l'immigration en France. L'immigration, alors déjà pareil, quand on parle d'immigration, il y a plusieurs types d'immigration. Il y a l'immigration lambda, hein, c'est que par exemple si vous partez vivre aux États-Unis, vous êtes un immigré. Un Américain qui vient s'installer en France pour acheter une résidence, c'est un immigré, c'est de l'immigration. Après il y a l'immigration clandestine, qui elle, c'est des gens qui sont sans papier, qui sont sans ressources, qui n'ont pas de documents pour valider leur présence sur le territoire. Et ça représente, d'après Hervé Lebras, un démographe dont j'ai lu le livre « Il n'y a pas de grand remplacement », ça représente quelques dizaines de milliers d'individus par an. Et sur ces quelques dizaines de milliers d'individus par an, la moitié ne reste pas plus de 3 ans sur le territoire. Parce qu'ils partent dans d'autres pays de l'Europe, notamment l'Angleterre, le Danemark, la Suède, l'Allemagne, dans ces pays-là. Et
Et puis pour ceux qui restent, soit ils finissent par être régularisés parce que ils ont une situation qui le permet, soit parfois ils sont renvoyés quand ils ont commis un crime, hein, ça arrive aussi, hein, quand ils commettent un crime ou un délit, ça arrive qu'ils soient renvoyés. C'est rare, mais ça arrive. Et puis, certains juste bougent, quoi. Mais la plupart du temps, c'est quelques dizaines de milliers de personnes, c'est-à-dire très peu d'immigration clandestine. Ça ne se ressent pas dans l'économie. Ça ne se ressent pas. Ça ne nous fait pas perdre d'argent. Je le dis très clairement, ça ne nous fait pas perdre d'argent. L'immigration clandestine en France en 2024 ne fait pas perdre d'argent à l'État. Ça va peut-être vous sembler bizarre, mais oui, en fait, quand vous étudiez la question, plutôt que d'avoir, comme Thibaut, une vision abstraite de l'immigration générale, pas travaillée, on dit des lieux communs. Et donc, là, le discours que j'ai, il va peut-être se répercuter que chez 300-400 personnes. S'il avait le même discours que moi, lui, sur sa chaîne, ça toucherait 3-4 millions de personnes. Et ça en convaincrait certains. Ça pourrait en faire fuir d'autres. Mais au moins, ce serait une réalité statistique vérifiable et recherchée, quoi. C'est pas juste, oui, l'immigration, faut la réguler, etc. Ça veut rien dire, en fait. Ça veut rien dire, l'immigration, faut la réguler. Oui, bien sûr, faut la réguler, mais tu la régules pour quoi faire ? Puisque ceux qui arrivent déjà sur le territoire restent pas longtemps, et ceux qui restent, ils coûtent pas grand-chose. Voire même, ils remplissent des fonctions que d'autres Français ne veulent pas faire. C'est comme travailler dans les champs, les vendanges, les métiers difficiles, etc. Quand il y a des sans-papiers sur un chantier, qui c'est qui les a embauchés ? Qui c'est qui, chef de chantier, propriétaire du chantier, a décidé de faire travailler des gens qui n'avaient pas de papier, pas d'assurance, pas de carte d'identité ? Qui a décidé ça ? Je veux dire, à un moment donné, vous posez la question ou pas là, voyez un peu plus, voyez un peu au-delà, quoi. Posez-vous la question c'est pas le fait qu'il y ait des sans-papiers sur le chantier, c'est qui a engagé ces sans-papiers ? C'est ça la question. Nous avons déjà des personnes qui ont besoin d'aide en France et il faut les aider en priorité. Mais c'est pas pour autant qu'on va laisser couler un bateau de migrants avec à son bord femmes et enfants. On reste humain avant tout. D'autant plus que beaucoup de ces immigrés fuient la guerre comme les Ukrainiens ou Alors là, tu vois, il y a toute la partie le coup, Thibaut c'est un allié. Thibaut c'est un allié de circonstance. Discrimination dans leur pays respectif. Par contre, je pense que les immigrés qui rentrent en France ont aussi des droits, mais des devoirs. Celui de respecter les valeurs du pays qui les accueille. Tout comme Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le veulent bien. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le veulent bien, mais est-ce qu'on a les structures pour ça ? Est-ce que, toi par exemple, imaginons tu arrives aux États-Unis ou tu arrives en Chine ou tu arrives dans je sais pas quel pays et tu dis, moi je veux m'installer dans ce pays, je veux faire ma vie dans ce pays. Si le pays en question te dit, écoutez, c'est possible, mais ça va vous demander tout un parcours d'intégration, de lutte, il faudra venir à des rendez-vous, faudra remplir des documents, faudra vous inscrire à tel truc, faudra promettre tel ou tel truc, faudra avoir un suivi. Voilà, ça va prendre 2 ans, ça va vous coûter, ça va être pris en charge par l'administration, mais ça va vous prendre 2 ans et ça demande une rigueur vraiment importante. Et puis il faut que vous trouviez un travail où on vous fournit, on essaiera de trouver un travail en fonction de vos besoins et de vos capacités. Mais par contre, si vous ne respectez pas les règles pendant ce truc-là, ça peut très bien être refusé, même au bout de 2 ans. Voilà. Mais est-ce qu'on a ça en France ? Non. Non, en France, on n'a pas de truc comme ça. Alors on a un truc comme ça que tu aimes bien, Thibaut, qui s'appelle la Légion étrangère. Et moi je l'ai dit dans plein de vidéos, je l'ai dit dans plein de directs, je suis pour qu'il y ait un système d'intégration à la société française, façon Légion étrangère, mais adapté aux civils. Donc évidemment plus court, avec plus de suivi, avec plus d'administration, mais avec effectivement un métier, la possibilité d'un logement, et que ça dure peut-être pendant 1 an et demi, 2 ans, et qu'on dise, voilà, au bout d'1 an et demi, 2 ans, vous savez parler français, vous connaissez la grande majorité de nos lois et de nos lois et de nos coutumes, vous avez un métier dans telle ou telle compétence par rapport à vos trucs, où on vous forme à un métier, et maintenant, à vous de vous débrouiller, de trouver un logement, de trouver machin, quoi. Mais c'est pas impossible, je pense. Mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir politiquement, Thibaut. Ça demande une décision politique. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée ? Ok, propose-la. Propose-la, ça pourrait être intéressant, tu vois. Mais ça te ferait rentrer en politique. Non, mais on pourrait avoir un débat, hein, ça pourrait être super intéressant. Moi, je rêverais. Bon,
t'as aucun intérêt à venir me voir pour un débat, puis bon, je pense pas que ça t'intéresse. Mais voilà, je veux dire, c'est intéressant. Si tu veux parler politique, faut y aller franco. N'importe quel citoyen qui serait né ici d'ailleurs. Il y en a qui bossent, hein. Je peux pas passer mon temps à te gratter les fesses. Un autre sujet qui fait beaucoup débat et qui me touche personnellement au vu de mon histoire, c'est la sécurité. Et du coup, l'insécurité. Dans ta vie à toi, il y a eu un déclic malheureux, un incident, t'as été victime d'une agression. J'avais 17 ans. Là-dessus, je serais moins conciliant, voire même sévère. C'est la base de la base de se sentir en sécurité dans sa ville. C'est pas normal que des femmes aient à courir dans la rue en rentrant à 23h chez elles. Vous savez, l'insécurité, on la ressent surtout quand on s'est déjà fait agresser. Quand ça nous est jamais arrivé, on a l'impression que tout le monde il est gentil. Sauf que non. Dites-vous que moi, allez. Bon, alors moi aussi, ça m'est arrivé de me faire racketter mes affaires quand j'étais au lycée, hein. Ça m'est arrivé une fois, bon, évidemment j'avais la haine, évidemment je me sentais impuissant, évidemment j'aurais voulu que le mec, je lui fasse une Homelander avec mes yeux qui le brûlent sur place, mais bon, voilà, le fait est que après on grandit, on passe à autre chose, et puis voilà. Bon, évidemment, j'ai porté plainte. Bon, je connaissais pas l'identité du gamin, du mec. Je connaissais pas l'identité. Ça m'intéressait pas. Même d'aller voir les flics, ça me faisait chier, quoi. Bon, fallait que je fasse un dépôt de plainte pour avoir l'assurance, pour avoir tout ça, mais ça me faisait chier d'entrer dans ce système-là pour un téléphone. C'était vraiment le sentiment d'injustice et le sentiment de manque de pouvoir d'action qui m'a vraiment perturbé à ce moment-là. Et je pense que c'est le cas de la plupart des victimes de violence, c'est l'absence de pouvoir d'action qui fait qu'on se sent démuni face à ça. Une fois encore, c'est quoi le mieux ? C'est de mettre plus de sécurité, plus de sanctions, plus de rétention, ou alors c'est de faire en sorte qu'on ait un système éducatif et social qui soit tellement balèze que des comportements à risque soient détectés très tôt, vers 10-12 ans, que ces comportements à risque soient pris en charge, étudiés, accompagnés, aidés, pour qu'une fois arrivés à 15, 16, 17, 18 ans, ils aient envie de faire partie de la société plutôt que de lui en vouloir. C'est une lourde question ça, hein, Thibaut, c'est une lourde question politique. Est-ce qu'il vaut mieux avoir plus de policiers ou plus de profs ? Est-ce qu'il vaut mieux avoir plus d'écoles et de centres de soins ou plus de prisons et d'agents de police sur le terrain ? C'est ça la question, hein. Moi, je veux bien que tu me dises qu'il y aura toujours des délinquants. Bien sûr, il y en aura toujours. Mais si tu as un système éducatif fort, avec des valeurs fortes, avec des systèmes d'accompagnement qui fait que quand il y a un comportement déviant qui est détecté, bah, on peut l'accompagner, on peut lui proposer de l'aide, on peut lui proposer des trucs. Et ben, il est moins vite pris en charge par la réalité de la vie, de la dureté de la vie, et il y a peut-être plus de chances pour qu'il prenne une bonne décision, qu'il prenne de bonnes voies. Je veux dire, là il va en parler plus tard, mais ceux qui agressent des enfants, bon, si l'enfant porte plainte, ou si on découvre que le mec a agressé et qu'il va en tôle, bon bah ok, c'est génial, il va être puni, il va être en tôle, il va payer pour son crime. Mais le gamin, il va falloir le prendre en charge après. Il va falloir l'aider. Parce que le gamin, ok, son violeur, son agresseur est en prison. Bon bah merci pour votre participation, merci pour votre témoignage et puis bonne chance. Bah non, faut l'accompagner. Faut dire que c'est pas normal ce qui s'est passé et que le monde n'est pas aussi terrible que ça. Et que on est là pour rattraper. Parce que si le mec est puni, mais qu'il n'y a pas de truc lourd derrière pour aider l'enfant victime, bah, elle va se sentir un peu démunie, quoi, et se dire bon bah ok, ils ont puni mon violeur, mais moi je me retrouve, il me reste quoi, moi, il faut m'aider à me reconstruire. Donc tout ça c'est important, je pense, et pour moi il faut autant avoir un système éducatif fort qu'une police forte, mais une police forte avec un système d'éducation faible ne va faire que rendre le pays plus invivable, alors qu'au contraire je pense qu'une éducation extrêmement forte, un système social extrêmement fort, ça réduit largement la proportion d'avoir plus de délinquants plus tard. À l'époque, pour me promener en sécurité quand j'avais 17 ans, je crois que c'était Victor Hugo qui disait ça, mais vous me dites si c'est la bonne citation, il vaut mieux construire des écoles que des prisons. Ou un truc comme ça, il pourrait construire des écoles et il pourrait faire construire des prisons, enfin un truc comme ça, quoi.
j'avais une bombe lacrymogène dans la poche. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas normal d'en arriver jusque là. Donc je vous pose, vous aussi, la question. Trouvez-vous que l'insécurité augmente en France? Ou alors, est-ce la faute des médias, des réseaux, qui nous rabâchent quotidiennement des faits divers plus horribles les uns que les autres? Est-ce qu'il faut... Eh ben, si moi je pouvais répondre à cette question, je fais oui, c'est les médias. Tout à fait, c'est clairement les médias. Parce que si vous êtes... Alors vous allez me dire, ouais, mais t'es pas dans le t'es dans le déni, tout, etc. Si vous... Bon, moi j'aime l'histoire, hein, ça m'intéresse. Je m'intéresse à l'évolution des sociétés, de comment ça évolue. Je me répète un peu, désolé. La société du temps de De Gaulle, elle était beaucoup plus violente qu'aujourd'hui. Je vous rappelle que De Gaulle, il a été visé par des attentats. Aujourd'hui, la plus grosse forme de violence physique qu'on puisse faire à un président, c'est de le huer. On peut même pas utiliser des casseroles parce que vous vous rappelez, pendant les casseroles, là, les casserolades, ils avaient interdit les casseroles. C'est du délire. Et voilà, on peut même plus lui balancer un œuf parce que il est tellement plus en contact avec nous que... Enfin, voilà. Je veux dire, le niveau de violence est quand même vachement réduit. Vous regardez le nombre de faits divers liés à des meurtres, des rixes dans les années 50-60, ou le nombre d'accidents de voitures dans les années 60-70 par rapport à aujourd'hui, vous pétez un plomb en fait. Hein. À l'époque, c'était ultra violent. Parce qu'il n'y avait pas les mêmes normes de sécurité, il n'y avait pas les mêmes comportements. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des... Enfin, aujourd'hui, on dit qu'en France, en 2024, 2023, 2024, il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Parce qu'aujourd'hui, c'est étudié, c'est chiffré, etc. Imaginez ce que c'était à l'époque. À l'époque où il n'y avait pas le droit à l'IVG. Donc les femmes devaient avorter clandestinement. Imaginez le truc. Enfin, vous pourriez demander à vos parents, vos grands-parents, je pense que quand ils avaient 20 ans dans ces années-là, ils devaient entendre de sacrées horreurs. Hein. Après, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le même truc de médias, donc peut-être qu'ils n'étaient pas autant mis là-dedans. Mais non, clairement, la société aujourd'hui, elle est plus sécuritaire qu'elle ne l'était il y a 40 ou 50 ans, bien sûr. Il faudrait plus de policiers dans la rue comme pendant les JO. Que pouvons-nous faire pour réduire la délinquance? Faut-il faire plus de prévention? Mettre plus de sécurité? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à une partie de notre liberté pour plus de sécurité? Entre nous, si ça ne tenait qu'à moi, oui. Je vous pose la question. C'est un sujet complexe, mais il faut garder en tête que chaque... Ouais, mais de quelle sécurité, de quelle liberté tu parles en fait? Si par exemple, pour plus de sécurité, on dit aux gens, passé minuit, il est interdit de sortir de chez vous. De minuit à 5h du matin, personne ne sort de chez lui. Pour des questions de sécurité, t'auras plus d'accidents de la route entre minuit et 5h du matin. C'est clair et net. Hein. Par contre, s'il y a des maris violents qui tabassent leurs femmes, une femme qui déciderait de sortir de chez elle à minuit et demi, elle pourrait être en infraction. Bon, après, évidemment, hein, on pourrait mettre des circonstances, tu vois. Mais c'est quoi en fait la restriction de liberté pour plus de sécurité? C'est quoi? La restriction de liberté pour plus de sécurité, c'est par exemple passer des autoroutes, passer des nationales de 90 à 70. Ça fait chier énormément de monde. Bah ouais, sauf que quand tu roules à 70, t'as moins de chances de crever d'un accident que quand tu roules à 90. La ceinture de sécurité, c'est quelque chose qui est apparu assez tardivement dans les bagnoles. Il y en a beaucoup, ça les faisait chier. Le permis à points. Le permis à points qui dit que quand tu te comportes comme un âne sur l'autoroute, on va te retirer tes points et tu vas perdre ton permis. Ça n'existait pas avant. Et avant le permis à points, il y a des gens, ils doublaient ils passaient des feux rouges, ils faisaient pas des stops, ils roulaient à 170, 190 sur l'autoroute. Tout ce qu'ils avaient, c'était des amendes. Et quand t'es blindé, que tu gagnes plusieurs dizaines de milliers de francs par mois, à l'époque, une amende à 2000 balles, tu la payes, tu t'en fous et tu te casses et tu recommences. Tu vois? Donc, on a mis le permis à points. Est-ce que c'est une restriction de liberté? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les gens qui ont le permis à points, ils ont moins de liberté qu'à une certaine époque? Peut-être. Mais est-ce que c'est grave? Non. Il y a des formes de liberté, finalement, il y a des formes de sécurité, de restriction des libertés. Elles peuvent être bonnes. Mais il faut qu'elles soient acceptées. Il faut qu'elles soient viables avec le mode de vie de chacun. Chacun est responsable de ses actes. Les sanctions doivent être exemplaires et justes. Vous faites une connerie, vous payez. Mais vite. Voilà, vous faites une connerie, vous payez. Nicolas Sarkozy, président multi-condamné avec un bracelet électronique qui doit rester chez lui, à Neuilly-sur-Seine, il est parti aux Seychelles. Il est parti en vacances aux Seychelles.
Le mec a été condamné par la justice française. Il est parti en vacances, a resté enfermé chez lui pendant quelques mois. Il est parti aux Seychelles, le mec. Donc, elle est où l'application de la peine, là? Elle est où la justice? Parce que c'est bien de dire que le petit dealer, le petit branleur, le mec qui fait des rodéos, et bah hop, on va l'arrêter, on va le foutre en prison. Ouais, d'accord, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. Le gamin là qui a écrasé une pauvre petite fille là, avec son scooter, qui s'est retrouvé libéré dans les heures qui ont suivi, mais évidemment que c'est scandaleux. Mais évidemment que c'est scandaleux. Mais tu l'appliques à tous les étages, Thibaut. Il faut l'appliquer à tous les étages. C'est pas parce que un mec a été ancien président il a été condamné, il y va, c'est tout. C'est tout. Faut arrêter de faire du deux poids deux mesures. Tu veux que les gens soient moins frustrés, tu veux que les gens soient moins violents en ce qui concerne la politique, appliquez les règles avec lesquelles vous nous rabâchez les oreilles. Mais faites-le à tous les niveaux. Vous contentez pas de le faire pour les petits dealers, les pauvres, etc. Faites-le pour tout le monde. Hein, Palmade, voilà, Palmade, il a pris de la zonze. Et c'est normal. Et c'est mérité. Évidemment, comme je vous le disais, il faut faire preuve de justesse, en n'oubliant pas de prendre en compte le contexte dans lequel l'individu a évolué. Le sujet des drogues, par contre, je vais pas être cool. Pas de légalisation pour moi, je suis désolé. Aucune drogue ne sera tolérée, sauf... L'alcool, les cigarettes, les médicaments, le sucre, le porno. C'est une forme d'addiction, hein, le porno hein, aussi. Hein. Et puis alors, pourquoi pas, hein, Thibaut, hein, pourquoi pas, mais une fois encore, là, je vais faire un long sujet sur la drogue. Aujourd'hui, on estime en France que la drogue, ça fait vivre directement hein, et indirectement 200 000 personnes. La drogue, c'est l'une des plus grandes entreprises de France. Bon, évidemment, c'est un peu caricatural, mais véritablement, si aujourd'hui, t'as le génie d'Aladin, il te dit fais un vœu, et tu dis je veux que disparaissent de la planète toutes les drogues et tout le savoir-faire et toutes les plantes qui permettent aux drogues ou toute la connaissance autour de la drogue qui existe pour qu'on ne puisse plus la refaire. Ok, mais tu sais, c'est pas comme ça, c'est pas les gens ils ont oublié, c'est juste ça n'existe plus, ça disparaît et plus personne ne sait faire. Bon, déjà, dans les pays pauvres où il y a les narcotrafics qui sont rois, il va y avoir des exécutions de masse, hein, parce qu'à un moment donné, les mecs, s'ils savent qu'ils avaient de l'argent grâce à ça, mais que plus personne ne sait en faire et que plus personne n'a la connaissance dessus, et que la connaissance entière a disparu, ça va être terrible pour tout un tas de gens. Et ensuite, tous ceux dont le commerce de la drogue faisait vivre, donc ils payaient leur loyer avec, ils payaient leurs courses, voire même ils payaient des assurances, voire même, tu vois là, t'as des commerces qui ont ouvert parce qu'il y avait tellement de drogue qu'il fallait le blanchir, et donc il y a des commerces qui se sont ouverts avec des employés, avec des impôts, etc. On met quoi à la place? S'il n'y a pas de problème, en fait, les gens qui travaillent de la drogue, si tu leur promets un emploi stable, bien rémunéré, avec une assurance, une retraite, etc., ils vont le prendre. Et que c'est pas à 2 heures de chez eux, ils vont le prendre ce taf. Parce qu'ils se disent, attends, je préfère faire 3 000 euros, je préfère faire 1500, 2000, 2500 euros par mois et être à l'abri et être sans danger, que de faire 5000 balles par mois, mais que j'ai pas de compte courant, enfin, j'ai pas de compte bancaire parce que je peux pas dire d'où vient l'argent. Je peux pas me balader non plus avec 40 000 euros sur moi, au bout d'un moment, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, si tu leur laisses le choix, ils vont peut-être le faire. Pas tous, mais il y en a certainement qui vont le faire. Si vous êtes accro à la muscu, ça c'est bon, c'est toléré, ça vous avez le droit. Non, en vrai, hors blague, la drogue détruit beaucoup trop de vies, faut pas rigoler avec ça. Un des gros sujets de société. Comme l'alcool, la cigarette, les médicaments et à d'autres niveaux, le sucre, avec des soucis de diabète, des soucis de santé, des soucis de surpoids. Qu'on a aussi aujourd'hui, c'est celui de la transition. Les personnes qui souhaitent changer de sexe car elles sont dans un mal-être. Et vous savez quoi? Je veux essayer de comprendre. Je veux essayer de comprendre parce que je me suis fait une réflexion que j'ai envie de vous partager. Thibaut, imagine que ton enfant ne se sente pas bien dans son corps et qu'il veut changer de sexe. Comment réagirais-tu? C'est mon enfant, je l'aime, je vais pas le virer de la maison. Donc je vais essayer de comprendre. Et je vous invite vous aussi à vous poser la question chez vous et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je reprends mon raisonnement. Si mon enfant, que j'aime plus que tout au monde, est mal dans sa peau, je vais essayer de comprendre, de discuter, d'échanger avec lui, d'aller voir un psychologue si besoin, voir d'où le problème peut venir. Car s'il me dit qu'il ne se sent pas dans le bon corps,
c'est normal que je m'interroge. C'est nouveau pour moi. Je vais pas rentrer en conflit avec lui. Je vais pas le virer de la maison ou m'embrouiller avec lui comme ça. Je le rappelle, c'est mon enfant, je l'aime. Donc on ira certainement chez le psy, voir si c'est quelque chose de passager. Et ben ça c'est très bien. C'est très bien et j'encourage tous les jeunes gens de notre génération qui ont des enfants à avoir les mêmes réflexes de vouloir comprendre et de pas vous cabrer. Sauf que dans la réalité matérielle du monde, la réalité matérielle et politique, Thibaut, c'est qu'il y en a, oui, si, ils vont foutre leurs gosses dehors. Il y en a, ils vont foutre leurs gosses dehors. Ils vont les renier. Ils vont les dégager. Ils vont les déshériter. Ils vont se dire, je n'ai plus d'enfants, je n'ai plus de fils, je n'ai plus de filles. Il y en a qui le font pour la religion. Il y en a qui le font pour des mœurs particulières. Mais le fait est que ça existe. Tu vois, il y a des communautés, par exemple, je prends l'exemple parce que c'est le premier qui me vient en tête, mais la communauté des ultra-orthodoxes juifs, c'est une communauté extrêmement soudée, extrêmement dogmatique, et il est très 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 difficile de dire, pour quelqu'un qui grandit dans cette communauté, de vouloir en sortir et d'avoir une vie normale, parce que le monde dans lequel il aura grandi ne voudra plus de lui. C'est aussi le cas chez les témoins de Jéhovah. Il y avait la chaîne Romuald de la chaîne qui avait réagi sur une interview d'un ex-témoin de Jéhovah, qui disait les témoins de Jéhovah ont un dogme qui est que quand tu sors de la communauté des témoins de Jéhovah, plus aucun membre de la communauté ne doit te parler. Et il y a des gens qui ont grandi dans ces communautés, qui en sont sortis à la vingtaine parce que ils se sont rendus compte de tout ce qui n'allait pas et ils ont décidé d'en partir. Sauf que du coup, ils se retrouvent à 20 ans à être face à un monde auquel ils n'ont pas été éduqués ni confrontés. Et c'est très 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 difficile pour eux. Quand tu as grandi 20 ans, 25 ans dans une communauté avec ses règles, son cadre propre, etc., et que d'un seul coup tu te retrouves lâché au milieu du monde, et que t'as pas eu l'éducation à ce monde-là, il y en a beaucoup, ils n'y arrivent pas. Hein. Et comme ils n'y arrivent pas et comme ils ne veulent pas retourner à la communauté d'origine, ils prennent de terribles décisions. Qu'il ressent au fond de lui, ou si c'est un mal-être vraiment profond. Si je dis pas de bêtises, il y a un terme scientifique qui s'appelle la dysphorie de genre. Mais voilà, je resterai toujours ouvert à la discussion parce que c'est mon enfant et je veux juste qu'il soit heureux. Je veux juste qu'il soit sûr de faire le bon choix et qu'il ne se jette pas à corps perdu dans une prise d'hormones qu'il risque de regretter plus tard. Vous savez, moi en musculation, j'ai décidé de rester naturel et donc de pas prendre testostérone. Et c'est pas ma fille qui va en prendre. Je veux pas qu'elle devienne plus musclée que moi. Plus sérieusement, c'est nouveau en tant que parent de se poser toutes ces questions. Tout ça c'est nouveau pour notre génération. Mais il faut savoir rester à l'écoute, par amour pour son enfant. Dans un tout autre registre, j'ai discuté il y a pas longtemps avec un ami qui me demandait pourquoi, avec tous les impôts que je payais, je partais pas de la France. Et je lui ai répondu non, j'aime la France. Et tu m'as donné une très très bonne idée, je vais me casser à Malte. Plus sérieusement, la France, oui, fait partie d'un des pays qui taxe le plus. Donc c'est là aussi que je veux dire que pour une partie de la gauche, ça peut être un allié objectif, Thibaut, parce que, ok, c'est un capitaliste, ok, c'est un mec qui aime l'ordre, qui aime la rigueur, qui aime l'autorité, mais je pense que c'est aussi un mec qui veut faire grandir son pays, veut que son pays reste une nation forte et veut faire en sorte que les habitants qui vivent dans le même pays que lui puissent avoir le maximum de vie digne possible. Et en ça, moi je le rejoins et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et pour moi, ça c'est un exemple qui, pour moi, ça c'est... Alors on va le catégoriser parce qu'on avait dit qu'on le ferait, mais pour moi c'est un mec de droite, républicaine, gaulo-socialiste. Donc gaullisme de par la figure du chef, la hiérarchie, la rigueur, la discipline, la volonté de travailler, l'ambition de développement, etc., etc. La volonté de puissance pour sa nation. Mais aussi socialiste parce que, effectivement, il va le dire, il veut que ses impôts servent à son pays. Il veut que ses impôts servent à ses concitoyens, qui ont eu moins de chance, qui ont des soucis, ou juste qui cotisent comme lui, et puis le jour où il se passe une couille, ils puissent avoir accès à des remboursements, un État fort, avec une éducation forte, avec un système de santé fort, avec des remboursements qui se passent bien, avec un pays dans lequel il fait bon vivre, avec une police forte peut-être, oui, effectivement aussi. Avec une justice forte, une fois encore une justice forte, mais à tous les niveaux. Et donc pour ça, je pense qu'on peut le catégoriser dans
une sorte de gaulo-socialisme. Un gaulo-socialiste qui est normalement la droite républicaine d'après-guerre. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Mais en même temps, ça me dérange pas que mes impôts aillent aider des personnes qui sont moins privilégiées que moi. Même si, attention, il faut encourager les gens à travailler. Car le but n'est pas que les gens restent chez eux à rien faire et à profiter des aides. Il faut... Mais enfin, franchement, en fait, il faudrait faire un peu parce qu'on connaît tous quelqu'un. On connaît tous quelqu'un dans nos familles ou dans nos amis qui connaît quelqu'un qui est dans cette situation. C'est-à-dire que c'est un type qui va travailler 3 mois, et qui va travailler 2 ans, qui va prendre 3 mois de chômage, puis il va retravailler 4 ans, puis il va reprendre 6 mois de chômage, etc. Je veux dire, qui fait ça ? Je veux dire, même, moi je connais des gars qui gagnent très très bien leur vie, je sais qu'aujourd'hui, ces mecs-là, s'ils étaient au chômage, ils gagneraient 3 fois ce que je gagne, moi en salaire, net. Mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils gagnent des 7, 8, 8 000, 9 000 euros par mois. Donc s'ils sont au chômage, forcément, ils vont gagner au moins du 6-7 000. Mais quand tu vis avec des charges à 9 000 euros par mois, généralement, 6-7 000, ça ne te suffit pas. Hein. Mais après, quand tu gagnes 9 000 euros par mois, c'est parce qu'ils payent aussi des impôts. Tu gagnes pas 9 000 euros par mois en France sans payer d'impôts. Donc si tu payes des impôts, tu payes par exemple 9 000 euros net et tu as payé à la source, tu as peut-être payé 1 500 balles d'impôts, bah ça fait quand même 17 500 euros à l'année d'impôts, ce qui est énorme. Moi, pour donner un ordre d'idée, moi je paye un peu plus de 1000 balles à peu près par an d'impôts en prélèvement à la source. Donc voilà, c'est pas énorme. Mais quelqu'un qui paye 17 000 balles, bah, ça paraît étonnant que le jour où il est au chômage, ça paraît normal que le jour où il est au chômage, il touche 5 000, 6 000, 7 000 pendant la durée du chômage. Enfin, moi, je n'en tiens pas rigueur, quoi. Après, je voudrais avoir des statistiques véritablement de ceux qui vivent des aides, quoi. Qui c'est qui aujourd'hui est content de vivre des aides ? Vous avez des tas de reportages sur YouTube avec des portraits de familles qui vivent à l'euro près, qui vivent dans des logements insalubres, qui ont des emplois précaires, qui ont des retraites de merde, qui peuvent pas emmener leurs enfants en vacances, peuvent pas les emmener au ciné, peuvent pas les emmener au resto, peuvent pas les emmener au parc, parce que il faut y aller en voiture et l'essence coûte cher. C'est une folie, quoi. Des gens dont les enfants n'ont des jouets que ceux qui viennent des brocantes ou des associations. Ils n'ont pas acheté de jouets, ils n'achètent pas de jouets neufs, ils n'achètent pas de vêtements neufs. C'est que de la reprise, c'est que de la seconde main. Et ces gens-là, soit ils travaillent, soit ils ont des aides. Mais s'ils ont des aides et qu'il n'y a pas de boulot, je veux dire, moi ça me dérange pas quelqu'un qui... Si t'as pas de boulot pendant 2 ans et que t'as pas le chômage parce que t'as pas assez cotisé, bah ça me dérange pas qu'on te file 800 balles d'aide si ça te permet d'éviter de te suicider et de tuer ta famille, tu vois, dans le geste. Ça me va, quoi, tu vois. Mais des gens qui volontairement vivent des aides sans rien foutre, je sais pas, c'est quoi cette vie ? Personne n'a envie de cette vie-là. Par contre, des gens qui possèdent des biens immobiliers ou qui ont hérité de leur famille de sommes importantes, qu'ils les placent et qu'ils ont une rente avec, c'est une forme de parasitisme. Bon, ça dépend, après peut-être qu'ils travaillent à côté, que là où ils font de l'investissement, bah, ça permet de lancer de l'emploi, ça permet de... Pourquoi pas ? Enfin, à la limite, si ça permet à tout le monde d'être un peu gagnant, pourquoi pas ? Mais des gens qui gagnent énormément d'argent alors que bah, les sociétés qui leur fournissent cet argent doivent supprimer des emplois, doivent ne pas recruter, doivent ne pas changer... Bah, c'est de la merde, quoi. C'est pas viable. C'est pas viable quelque part. Faut pas tout attendre de l'État non plus. Oui, c'est important que nos impôts aillent aider les plus démunis. Car à la base, quand on n'a pas tous la même chance. C'est une réalité. Certains perdent leurs parentaux, d'autres sont victimes d'inceste, subissent du harcèlement scolaire ou encore tombent malades. Vous prenez n'importe quel jeune plein d'espoir, s'il se fait abuser sexuellement par n'importe quelle personne de sa famille, je peux vous dire que son destin il sera beaucoup plus dur. Et pourtant, il y est pour rien. Je pense que c'est important de s'entraider entre Français. D'ailleurs, au fond, j'ai toujours cru en la méritocratie. Car je trouve que c'est important. Bah, vous voyez, là, il y a un paradoxe. Parce que du coup, là, il nous dit j'ai toujours cru en la méritocratie. Et en même temps, il nous dit qu'il y a tout un tas de gens qui, à cause des expériences qu'ils vont avoir dans la vie, des mauvais gens qu'ils vont rencontrer, ça peut les briser psychologiquement, physiquement, et ça peut faire que tout ce qui s'offrait à eux, ils n'y arriveront pas, ou ils seront bloqués, ou ils sont ou des échecs. Moi, par exemple, sur YouTube, ça fait depuis 2019 que je me suis lancé. En 6 ans, d'une chaîne à l'autre, ça vivote entre 25 000 et 42 000 abonnés, pardon.
Mais par exemple, sur cette chaîne où j'ai 42 000 abonnés, quand je fais des vidéos, des fois ça fait 200 vues, des fois ça fait 5000 vues. Ce qui est très loin de mon nombre d'abonnés. Et après vous allez me dire, ouais mais comment ça se fait que tu as autant d'abonnés si peu de vues? Parce que j'ai fait mon short qui a fait 10 millions de vues, et ces 10 millions de vues m'ont apporté 30 000 personnes. Mais après, si les 30 000 personnes ne regardent pas les contenus longs, c'est pas ma faute, ça j'y peux rien. Mais vous voyez, par exemple, Thibaut, il a 25 millions d'abonnés, et en 5 heures, il a fait 300 000 vues. Ça paraît pas beaucoup, quoi. Moi je me suis dit, les 5 premières heures avec 5 millions d'abonnés, t'as au moins, avec 25 millions d'abonnés, au moins 1 million de vues, ou au moins 500 000. Donc c'est juste que en fait, voilà, le nombre de plateformes a augmenté, les gens sont plus éparpillés, et puis ça se trouve, d'ici à ce que je sorte moi ma vidéo React, il aura fait le triple ou le quadruple. Je pense que cette vidéo-là, elle va faire le million de vues facile. Mais 1 million de vues au bout de quelques jours, pour une chaîne qui a 25 millions d'abonnés, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc voilà, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte, c'est vraiment le nombre de vues des vidéos. Et il y a des chaînes, des petites chaînes, qui font 20 fois plus de vues en fonction des sujets qu'ils traitent. C'est important de chercher à s'élever le... Et donc la méritocratie, j'y reviens là-dessus, c'est un principe qui dit que tu peux y arriver par tes propres volontés, par ton propre travail, mais il y en a qui ça fonctionne pas. Il y en a, ils vont essayer toute leur vie de lancer des trucs, d'écrire des bouquins, des trucs machin, et ça va parfois jamais marcher. Ou alors il y en a un qui va marcher, il y en a un qui va percer, et que peut-être ça va leur apporter la notoriété, le succès, etc. Sauf que pour ce un qui a percé, il y en a peut-être 10 avant qui ont foiré, et ils ont continué quand même, mais il y en a au bout de 4, 5, 6, 7 essais, ils se disent c'est bon, c'est pas fait pour moi, et ça disparaît. Et en fait, est-ce que le mec qui a fait un peu plus, il mérite? Je sais pas. Qu'est-ce qui a fait que son 10e bouquin finalement il a percé? C'est peut-être que c'est tombé sur la bonne personne. Il suffit que parmi ses lecteurs, il y ait un mec qui travaille dans une maison d'édition, qui trouve le truc kiffant. Là où, vous voyez Harry Potter. Harry Potter, là, vous avez tous cette référence. L'autrice, avant de connaître le succès, elle a essuyé échec sur échec sur échec. Et un jour, elle est tombée sur le type qui a dit on va tenter parce que ça peut valoir le coup. Et ça a été proposé au public. Et le public qui est tombé sur ce livre a trouvé ça génial, et ça s'est diffusé, et ça a été un succès, et puis ça a continué. Mais je veux dire, si elle avait abandonné... Enfin, c'est pas qu'elle avait mieux travaillé que d'autres personnes, c'est juste qu'elle avait eu des échecs, jusqu'à ce qu'elle tombe sur quelqu'un qui donne sa chance. Donc, c'est pas une question de talent à un moment donné, c'est... T'as le talent, mais si t'as le talent et que t'as pas la chance de tomber sur la bonne personne qui va faire éclore ce talent... Des gens talentueux et inconnus, c'est infini. Il y en a une infinité. Par contre, des gens connus et médiocres, ça, il y en a énormément. Et ça, c'est un problème. Le plus possible et à avoir de l'ambition. Je suis pour que les entreprises gagnent de l'argent pour créer encore plus de richesses. Car ainsi, ils embaucheront plus de monde. Et nos impôts iront aider les personnes démunies qui souhaitent s'en sortir. Et je suis persuadé que d'avoir la volonté de réussir provoque le besoin de s'instruire, qui crée des entreprises, qui crée de l'innovation, qui crée de la croissance, Oui, mais regarde, tu vois, par exemple, il y a des gens, ils avaient envie de s'enrichir, ils avaient envie de faire de l'argent. Ils ont fait des boîtes, ils ont fait du dropshipping. Donc le dropshipping, c'est un peu de la merde quand même, parce que c'est acheter un truc à 1 euro en Chine et leur vendre à 25 euros à des Français, à des citoyens français, des clients français. Et pour ne pas payer d'impôts, tu enregistres ta boîte dans un paradis fiscal européen, par exemple Malte. Et donc tu vas déclarer tous tes revenus à Malte. Malte a un impôt sur les sociétés qui est ridicule, je crois que ça doit être moins de 10%, 12%, un truc comme ça, alors qu'en France c'est 35%. Donc allez, tu vas acheter 1000 produits à 1 euro, donc tu vas dépenser 1000 euros. Tu vas les vendre à 25, donc tu vas faire 25 000 euros de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, tu vas déduire tes impôts, tes taxes, etc. Vu que tu vas être à Malte, au lieu de payer 30% d'impôts, tu vas payer que 10%, donc tu vas te retrouver avec 22 500 euros 20 000 euros de profit net. Tu auras pris 20 000 euros à des Français en leur vendant un produit de merde à 1 euro. Et après, tu vas faire des vidéos sur Internet en disant les mecs, je vais vous expliquer comment devenir multimillionnaire. C'est un peu emmerdant en fait. C'est un peu emmerdant. Moi, j'aime pas ça, tu vois. Toi, t'es pour. Justement, c'est des gens que Thibaut devrait détester, ces gens-là. Sauf que c'est une réalité aussi de l'économie capitaliste et des règles européennes qui font que
Thibaut paye son argent, paye ses impôts en France et c'est tant mieux, mais tout un tas, des dizaines de milliers de personnes qui gagnent autant que Thibaut ne le font pas, et c'est une perte sèche effroyable pour l'État français. Des emplois et enfin de la richesse. Exemple, mon cas de figure. Je voulais réussir. Donc, j'ai travaillé dur. J'ai créé mon entreprise. J'ai pu employer des salariés en France. Ça a créé de la richesse. Ainsi, on a pu tous payer des impôts, impôts qui va être redistribué. C'est le cas aussi de Joueur du Grenier, hein, pour le coup. Hein. Et moi, Joueur du Grenier, j'admire Joueur du Grenier, d'une pour ses vidéos. Joueur du Grenier pour ses vidéos, pour leurs vidéos, pour leur travail, pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils nous apportent. Et aussi pour cette philosophie qu'ils ont de payer leurs impôts, créer de la richesse en France. Distribués pour aider les plus démunis, à travers par exemple la sécurité sociale, l'assurance chômage, l'enseignement, des formations, des infrastructures, etc. Dans le monde dans lequel on vit, on se pose aussi la question de la mondialisation. La mondialisation, c'est un chapitre que j'avais en histoire géo quand j'étais au collège. Mondialisation qui a permis l'ouverture des frontières, l'accès à des nouveaux marchés, créer de l'emploi, une baisse de prix pour le consommateur, une croissance... Créer de l'emploi et créer de l'emploi dans les pays émergents. Parce que du coup, les délocalisations ont détruit l'emploi en France pour le créer dans les pays émergents. Après, les pays émergents se sont enrichis, sont venus en France en tant que touristes, et donc les Français ont dû créer des emplois au niveau du luxe, au niveau du tourisme, au niveau des hôtels, etc. etc. Mais du coup, quand il y a plus de touristes, eux, ils savent toujours produire des produits dont on a besoin, mais s'ils viennent pas nous voir, nous, nos hôtels et nos boutiques de luxe, ça ne servent plus à rien. Il y a ça... Et on va voir après, il parle aussi des délocalisations. Des entreprises, mais ça a conduit aussi à beaucoup de délocalisations et beaucoup d'entreprises sont parties de la France. Au fond de moi... Et je vous invite à découvrir aussi ma vidéo sur France riche, Français pauvres, où je dis pourquoi la 7e puissance du monde possède 9 millions de pauvres dans sa population. Et on parle du livre Inégalité mondiale de Branko Milanovic, où il explique comment la mondialisation a en effet enrichi la Chine et l'Inde, mais cet enrichissement s'est fait au détriment des travailleurs européens notamment. Moi, je pense qu'il faut garder une sorte de préférence nationale, en aidant par exemple en priorité les agriculteurs français qui galèrent face à la concurrence. Il y a un gros débat actuellement autour du Mercosur. Ça paraît plus logique d'aider en priorité les Français avant de s'occuper du reste du monde. Mais vous voyez, là, c'est là aussi, on voit, il n'a pas creusé le sujet. Pourquoi les agriculteurs français sont en colère ? Parce que le Mercosur, c'est effectivement un traité de libre-échange qui dit que la France va exporter des produits vers l'Amérique du Sud, donc des produits de luxe, du parfum, de la technologie, des trucs comme ça, vers l'Amérique du Sud. Et en échange, l'Amérique du Sud va exporter vers nous, donc nous, on va importer des produits notamment agricoles. De la viande, des produits animaliers, des produits céréaliers, etc. Sauf qu'on va les importer, ils vont coûter beaucoup moins cher que ceux qui sont produits sur le territoire français. Donc les agriculteurs français vont se retrouver en concurrence avec des producteurs d'Amérique du Sud qui n'ont pas du tout les mêmes normes écologiques, qui n'ont pas du tout les mêmes normes sanitaires et qui n'ont pas du tout les mêmes normes de qualité d'élevage, de la viande, des poulets, etc., etc. Donc les mecs se disent, attendez, pourquoi est-ce que moi je dois remplir un carnet de règles épais comme un bottin pour une production que je n'arrive pas à vendre, et vous me mettez dans le supermarché un produit qui vient de l'autre bout du monde, qui va coûter 3 fois moins cher, dans un pays où la plupart des salaires n'augmentent pas. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez aller au supermarché ? Quand vous allez avoir le choix entre le poulet loué fermier à 12 € le kilo, et un poulet de taille similaire mais plus bas de gamme à 6 € le kilo. Et à un moment donné, si pour votre SMIC, vous pouvez acheter 2 poulets au lieu d'un seul, l'agriculteur français, il n'est pas prioritaire. Hein. Et c'est ça, en fait, Thibaut, que tu as du mal à saisir. Et c'est ça, Thibaut, qu'il est dommage que tu ne comprennes pas. C'est que si aujourd'hui, on ne peut pas aider nos agriculteurs français, c'est d'une qu'il n'y a pas la volonté politique au niveau national, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas la volonté politique au niveau européen. C'est l'Union européenne qui a décidé de ce traité, au détriment de la France. La France n'en veut pas, ou en tout cas ne voulait pas le signer. Pourquoi la France n'achète pas les produits de son agriculture à ses agriculteurs pour ses écoles, pour ses armées, pour ses prisons, pour ses maisons de retraite, pour son administration, pour ses mairies, etc. Pourquoi elle ne fait pas ça, la France ? Parce que si elle faisait ça, Thibaut, on dirait de la France que c'est un pays soviétique, que c'est l'État qui achète la production des producteurs français
pour sa population, et que du coup, elle n'est pas ouverte au marché extérieur. Et que comme elle n'est pas ouverte au marché extérieur, elle est contre la mondialisation, elle est contre le libre-échange, et elle est pour le protectionnisme, et que du coup, ça crée des tensions avec les autres pays. Et ces tensions peuvent devenir ce qu'on appelle des guerres commerciales. Et ces guerres commerciales, si elles s'enveniment, ça peut arriver à des conflits armés dans la pire des situations. Donc tout ça est une question politique, Thibaut. On y revient une fois encore. La politique, c'est comme tu l'as dit, des décisions qui sont prises et qui ont un impact sur nos vies et sur celles de nos enfants. Bah ouais. Hein. Car je pense que tout ça va créer plus de richesse dans le pays. Quant à l'armée, de mon point de vue, je reste convaincu qu'il faut qu'elle reste puissante, surtout au vu des tensions dans le monde actuellement. Investir dans l'armée, c'est comme une assurance. Quand tout va bien, on se dit mais pourquoi mettre tant d'argent là-dedans? Mais au final, le jour où ça pète, on est content de l'avoir. Pareil pour la... Mais voilà Thibaut, pourquoi t'es qualifié de droite, voire un peu de facho. En France, on a une assurance militaire. On a une assurance militaire qui est plus puissante que l'armée. Ça s'appelle le nucléaire, l'arme nucléaire. C'est ça qui garantit que tout un tas de pays, même comme les États-Unis, nous font pas trop chier, ou même la Russie ou la Chine ne nous font pas trop chier. C'est parce qu'on a ça. Ils l'ont aussi. Hein. Et la pire des situations, ce serait de dire que nous, avec nos missiles nucléaires, on peut, par exemple, raser 1/10 du territoire chinois ou 1/10 du territoire américain. Sauf que les Américains, il leur resterait, ou les Chinois, il leur resterait chacun les 9/10, et que eux, avec leur arsenal, ils peuvent détruire l'intégralité de l'Europe. Donc c'est là où ça devient un peu pourri l'histoire. Mais par contre, normalement, notre arme nucléaire est notre assurance. C'est ça notre assurance. Et ensuite, on a d'autres armes, comme par exemple l'accès à certaines ressources, l'accès à certaines technologies, etc. etc. Voilà, ce qui fait que on peut avoir des assurances autres que l'armée. Maintenant, tu me dis, il y a par exemple 150 milliards à investir sur 5 ans. On peut les investir soit dans l'armée, effectivement, pour avoir du matériel pour se défendre, ou on peut les investir dans la santé, pour développer des vaccins inconnus ou des traitements contre des cancers qui sont inconnus et qu'on serait les seuls à avoir, ou qu'on serait les seuls à avoir les brevets. On pourrait faire la pareille chose dans l'éducation. On va prendre l'exemple de Singapour ou de la Corée du Sud. La Corée du Sud et Singapour, il y a 50 ans, c'était des no man's land. Tu vois, c'était des pays extrêmement pauvres, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, Singapour et la Corée du Sud font partie des grandes puissances mondiales. Et elles ont investi sur quoi, à ton avis? Elles n'ont pas investi sur l'armée. Elles ont investi sur le développement technologique. Ou elles ont investi dans leur capacité à créer des technologies et des brevets qui font que tous les pays du monde ont besoin d'eux. Donc en fait, tu peux investir dans l'armée, mais investir dans le nucléaire et dans des forces opérationnelles tactiques extrêmement mobiles et efficaces, mais il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de bâtiments militaires, beaucoup de régiments, beaucoup de tout ça. Par contre, on a besoin d'avoir énormément de soignants. Tu vois, par exemple, la population française, elle va vieillir. Hein, nos parents qui ont aujourd'hui entre 50 et 60 ans, il y a de fortes chances qu'ils vivent jusqu'à 80-90 ans. Voire même au-delà de 100 ans, hein, si la technologie avance bien. Mais il faut avoir des gens pour s'occuper d'eux. Et aujourd'hui, on a un manque flagrant de bras. Quel était le dernier grand organisme en France qui s'est occupé des retraités en grande majorité? C'était pas un organisme public, c'était un organisme privé. C'était Orpea. Et Orpea, on a bien vu le scandale, hein, avec le livre Les Fossoyeurs de Vincent Jauvert, si je ne me trompe pas, qui écrivait que il y a des familles qui payaient 5 000 € par mois, et que sur ces 5 000 € par mois, il n'y avait même pas 1 000 € qui étaient utilisés en soins, en repas et en salaire pour les gens, et que les 4 000 autres, ça allait pour les rendements de l'action Orpea, du groupe. C'est quand même dégueulasse. Et qu'en plus, on apprenait aussi qu'il y avait ce qu'on appelait des dames de compagnie. C'est-à-dire qu'en plus de payer les 5 000 € par mois pour un service de merde, les familles qui avaient... Il faut avoir de l'argent de mettre 5 000 € par mois, hein, c'est une somme conséquente, hein, c'est pas des ouvriers ou des cheminots qui vont payer ça, hein, ou des profs, hein, ou des flics. Hein. C'est des gens qui sont plutôt riches. Et en plus des 5 000 €, ils payaient des dames pour tenir compagnie à celui qui était en maison de retraite 2-3 jours par semaine, et c'était un service supplémentaire. C'est-à-dire que tu payes 5 000 €
Et c'est tellement à chier que tu es obligé de payer quelqu'un 2000 € de plus pour aller tenir compagnie à ton... C'est du délire. C'est comme si toi tu mettais ton enfant à l'école et tu disais en plus j'étais obligé d'engager quelqu'un pour la surveiller pendant la cantine et pendant les récrés parce que les profs n'en s'en occupent pas, il n'y a pas de prof pour s'occuper d'eux. C'est du délire. Bah, t'imagines un peu? Ah ouais, et sauf que ça c'était le marché. Ça, c'était le capitalisme sauvage. C'était un État faible sur cette question-là. Alors qu'un État fort, il dirait, écoutez, on a besoin de bras pour les maisons de retraite, donc on va former des métiers, on va former des agents, on va former des métiers. Vous serez tous et toutes payés minimum 1400 € la première année, puis ça peut monter jusqu'à 2000. Ça peut monter jusqu'à 2500 € net, en fonction de l'ancienneté de la spécialité. Et puis voilà, et tout irait bien. Mais bon, c'est un choix politique. Pour la police. On a besoin d'eux pour que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi et se sente en sécurité. De toute façon, vous commencez à me connaître, j'aime quand c'est rigoureux et discipliné. Pour avancer intelligemment, il faut donc réussir à prendre le meilleur de ce qui nous entoure. Du coup, est-ce que cette vidéo va me poser encore plus de problèmes que j'en ai déjà? Est-ce que je vais avoir encore plus de haters? Est-ce que je vais encore me faire cancel d'événements? Est-ce que je vais perdre des partenariats? Franchement, je m'en fous. Pour moi, le plus important, c'est d'être libre et de pas avoir peur de dire ce que je pense. Voilà, donc on va finir là-dessus, mais... effectivement, tu as raison d'être libre et de penser, de pouvoir dire ce que tu penses. Et je pense donc que tous ceux qui réagiront à cette vidéo, à tout ça, je pense que Thibaut InShape est un allié objectif de la gauche et que sur certains sujets, notamment la fiscalité et la force de l'État, à contrario, c'est quelqu'un qui a l'air assez confus, assez peu éduqué sur tout un tas de sujets. Et assez peu au courant des rapports de force que représente la politique dans une société, et que donc il faudrait le sortir de ce confusionnisme. Moi j'aimerais vraiment qu'il puisse avoir un débat posé ou une interview posée avec un youtubeur politique un peu de renom, voire même qu'il aille voir Usul ou que Usul lui propose une invitation avant qu'un autre vidéaste politique plus on va dire plus réactionnaire, plus autoritaire, n'aille le voir et se le mettre dans la poche, quoi. Parce que je pense sincèrement qu'il y a toute une partie du discours de Thibaut qu'il faut continuer d'étoffer et qu'il faut lui ouvrir les yeux sur ces questions-là. Parce que et lui montrer aussi que il y a toute une partie de la droite en France qui joue contre sa propre nation, qui joue contre sa propre patrie. Il y a toute une partie de la droite en France qui esquive l'impôt, qui ne participe pas à l'effort national et qui du coup empêche des boîtes comme Thibaut ou comme d'autres de progresser parce que vous payez beaucoup d'impôts qui vous empêchent de pouvoir investir dans votre propre augmentation de votre propre croissance entrepreneuriale, quoi. Au moins, grâce à cette vidéo, vous savez ce que j'ai dans la tête. Comme ça, les gens arrêteront de penser à ma place et... Oui, donc on n'arrêtera pas, mais au moins on peut plus facilement te situer. De me prêter des idées que je n'ai pas. Je n'appartiens à aucun parti politique. Et je veux qu'aucune de mes idées aille nourrir une quelconque récupération politique. Car Mais de fait, une idée est liée à une histoire politique. C'est pas grave. C'est juste que parfois elle ne correspond pas à celle à laquelle tu aimerais qu'elle corresponde. Je ne vous dirai jamais pour qui voter. À part pour moi. Je déconne. Car quel que soit votre vote, vous avez vos propres raisons, vos propres convictions et votre propre histoire. Si le vote se fait dans un isoloir à bulletin secret, c'est qu'il y a une raison. D'autant plus... Mais justement, une fois encore, Thibaut, lis ce livre, sur lequel j'ai fait une vidéo également. Montre ce livre... non, ne montre pas ce livre à ta communauté, parce que bon, c'est... Mais parle des livres que tu as lus, à la limite, ça peut être intéressant, et surtout, comprends-les, en fait. Parce que tu vois, dans ce livre, il te dit que justement, la démocratie... c'est pas un vote dans un bulletin avec un isoloir. C'est pas ça la démocratie. Ça c'est le vote. Et le vote c'est un acte démocratique, mais ce n'est pas la démocratie. La démocratie c'est l'échange, c'est la compréhension des différents intérêts et c'est la confrontation quand il y a deux partis qui veulent pas bouger de leur position. Si toi tu me dis par exemple, bon voilà on a 150 milliards, on peut les mettre soit dans la santé, soit dans l'éducation, soit dans l'armée, lesquels tu choisis? La sécurité et l'armée, qu'est-ce que tu choisis? Toi tu vas me dire l'armée, je vais dire d'accord, mais quand même tu penses pas que si on le mettait dans la santé, on pourrait développer des technologies médicales qui pourraient nous être utiles par rapport au monde
ou développer, si on étudie si on va à fond dans l'éducation, on peut développer des ingénieurs, des scientifiques, ou même des littéraires qui vont créer un patrimoine immatériel immense, qui vont restaurer des églises, qui vont restaurer des lieux historiques, enfin des trucs comme ça, qui vont développer des connaissances qu'on avait perdues. Enfin, tu vois, en fait, on pourrait en discuter, mais c'est ça la démocratie. C'est de discuter ensemble et de se mettre d'accord sur tel ou tel. Et puis si finalement tu me dis que les 150 milliards, on peut se mettre d'accord pour, au lieu de mettre 150 milliards dans un des 3 trucs, on décide de mettre 50 milliards dans chacun, ou 75 dans 2 trucs, ou enfin voilà, on peut choisir. Mais c'est ça la démocratie. C'est la prise de décision ensemble. C'est pas le vote. Et c'est pour ça que quand tu dis chacun son histoire, chacun son parcours, chacun son truc, oui, mais on fait société, Thibaut. On fait société. Donc il faut qu'on parle, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on convainque, il faut qu'on se convainque ensemble. On fait société. La politique, c'est savoir comment faire société. Voilà. Donc... voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, bon, ça a été très long. Si vous l'avez vu en plusieurs fois, en une fois, c'est pas, enfin, peu importe, on s'en fiche. Mais si ça vous a plu, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère que, si vous découvrez la chaîne, que vous allez découvrir les autres vidéos. Abonnez-vous, réagissez courtoisement avec courtoisie, parce que sinon moi je supprime, quand il y a des insultes je supprime, j'en ai marre. Je vous souhaite d'excellentes lectures. N'allez pas embêter les gens qui ne pensent pas comme vous, mais essayez plutôt de les convaincre, essayez de prendre leurs arguments, de les comprendre et de les retourner contre eux pour leur montrer que une autre vision est possible. Je vous souhaite une excellente journée, une très très bonne année 2025 et je vous dis à très bientôt. Salutations.